Boubacar Boris Diop, Les Petits de la Guenon. J'aurais préféré te parler de vive voix, comme tout conteur digne de ce nom, pour faire battre plus vite ton cœur et t'éprouver par mes déroutantes énigmes. Je t'écris faute de mieux, et parce que sans cela, il me serait bien égal d'être mort ou vivant. Ces mots sont ceux d'un très vieil homme, Nguiran Faye, à l'adresse de son petit-fils Badou. Au soir de sa vie, il souffre d'être sans nouvelles de ce dernier, émigré dans quelque lointain pays étranger. Ils ne se reverront plus, il le sait. Il décide alors de tout lui raconter dans 7 carnets que le jeune homme trouvera à son retour à Nyarela. Mais ce qui devait être une simple relation de la vie quotidienne d'un quartier dakarois devient peu à peu une fiction foisonnante. Nguiran Faye dresse le bilan de sa propre vie et nous fait découvrir, par un subtil croisement des récits, l'histoire de ses aïeux, les royaumes anciens, les grands écrivains wolofs et le Sénégal d'aujourd'hui. À la fois fable politique et narration intimiste, ce roman ambitieux revisite sans relâche un passé mythique pour éclairer une troublante modernité. De Mourambi, le livre des ossements, à Kavina, les romans du Sénégalais Boubacar Boris Diop sont une méditation sur la condition humaine à travers les tragédies et les espérances de l'Afrique, son œuvre exigeante en fait une des voix les plus singulières du continent. Carnet 3, Les Invisibles. Où es-tu, Badou? Je te cherche partout. Me voici, Nguiran. C'est l'heure de nos 3 petits verres de thé à la menthe. Je m'en charge. Faire le thé, toi, Badou? Laisse plutôt le jeune Biran Sen s'en occuper. Je viens de rencontrer Biran Sen, sous les arcades, près du Calypso. Il allait au stade. Tu sais bien qu'il ne rate jamais un match de Nyarela. Toi, Badou, ton thé. Je ne veux pas te vexer, mais... Je vais te servir ce soir le thé à la menthe le plus délicieux que tu aies jamais bu. Nguiran. On verra bien. Mais dis-moi, Badou. Oui? Écoutes-tu seulement les histoires que je te raconte? N'en doute pas un instant, Nguiran. Eh bien, c'est l'heure de mes plus obscurs récits. Je vois des ombres flotter autour de toi. De si loin? Oui, Nguiran, même d'ici. Certes, Badou, certes. Le même petit sentier sinue à l'infini au milieu de la forêt. Il fait nuit, je ne quitte pas du regard le mince filet de terre jaune que l'obscurité me permet de voir. Il est pareil à un faible rayon de lumière, je ne dois pas m'en écarter, car ce serait ma perte. Il n'est d'ailleurs pas d'autre chemin pour arriver jusqu'à toi. Sur la cime des arbres, les oiseaux ont brusquement cessé de chanter. Des milliers de fauves suivent chacun de mes pas en retenant leur souffle. Leurs yeux brillent parfois derrière les buissons et les hautes herbes. Le petit de la panthère s'impatiente et dit tout bas. Il est bien téméraire celui-là. Qu'attendons-nous donc pour lui sauter à la gorge? Sa mère le réprimande. Méfie-toi du fils de l'homme. Méfie-toi du fils de l'homme, mon enfant. C'est un être si étrange qu'il ne marche que sur 2 pattes, et pour ce qui est des armes, il en invente chaque jour de nouvelles contre nous. Ce passant solitaire est peut-être en train de nous tendre un piège. L'homme est un être qui aime tuer. Nous ne savons pas pourquoi, et lui non plus ne le sait pas. Et à présent, Badou, me voici à tes côtés, sain et sauf. Assis sur une patte, au milieu de la cour, nous parlons de tout et de rien, en dégustant notre cérébassie. Même si tu te donnes bien du mal pour me le cacher, je te sens nerveux. Nous sirotons nos verres de thé à la menthe et je reste silencieux pour éprouver ta patience.
Tu n'en peux plus, tes nerfs vont te lâcher, mais tu es bien trop fier pour me supplier de parler. De te voir ainsi, toi d'habitude si serein, m'émeut beaucoup, même si je fais tout cela pour m'amuser. Après le troisième verre, tu n'y tiens plus, tu me conjures de te dire tout ce que je sais. J'avoue, non sans malice, que je n'ai en vérité rien vu ni entendu quand je marchais tout seul au cœur de la forêt. Tu me lances alors sur un ton si décidé que j'en suis moi-même surpris. Cela importe peu, raconte-moi quand même. Te raconter quoi, Badou? Toutes les choses que tu n'as ni vues ni entendues là-bas. Et toi, Guiran, si les mots sont trop lourds sur ta langue, donne-leur des ailes. Fais-en des oiseaux, pareils à ceux qui planent dans le ciel. T'entendant parler ainsi, je hoche la tête et je souris intérieurement. Je sais désormais que tu n'es plus un enfant. Le miroir couvre toute la surface du mur. L'homme n'en a jamais vu de plus grand. Il ne lui renvoie pas son image, mais plutôt une forêt de corps entrelacés et tordus comme les branches d'un baobab. Ce sont des individus difformes, et leurs visages grimaçants et flous semblent s'être trompés de corps. Ils lui paraissent à la fois familiers et étrangers. Celui qui a les cheveux gris et des lunettes myopes, tout à fait au fond de l'image, il se pourrait bien que ce soit lui. Comment en être sûr cependant? Il aperçoit aussi une vieille femme assise sur le seuil d'une maison dans le quartier des HLM. Grave et pensive, elle ne quitte pas des yeux le laïus de riz posé sur ses genoux. Elle en enlève un à un les déchets, de toutes petites choses noires, aussitôt jetées dans le pot de fer. Oui, cette fois, il n'y a pas de doute, c'est bien la mère. C'est bien mère Soukaina Sal. Mais, miroir, pourquoi ne pas la laisser tranquille là-bas? Qui te donne le droit de pousser la cruauté aussi loin? Et voici bien des années plus tôt, une rue de la Médina, elle porte le numéro 5, je crois, à l'angle d'une large avenue. Le ciel est encore gris, car il n'y a pas eu un orage pendant la nuit. L'eau de pluie forme de petites mares jusqu'au pied des baraques un peu penchées. Bouba Kérin, le charbonnier au regard torve et absent, recouvre sa marchandise d'une épaisse toile bleue. C'est quand même bizarre. Il aurait dû le faire avant la pluie. Ça ne sert à rien maintenant. Il se souvient qu'il volait tout le temps du charbon à Bouba Kérin pour faire griller des noix d'acajou et préparer du thé. Cette rue, c'est toute son enfance. Chaque fois que le temps était couvert comme aujourd'hui, ils sortaient leurs ballons de foot en caoutchouc et installaient 2 camps entre les baraques. Il y avait là Babacar Mbo, le gaucher, devenu le géant de Ndem Maïssa, et son cousin, le longiligne Alassane Nyang, alias Joe, mort dans quelques banlieues en terres étrangères, Dieu ait son âme. Et aussi les gars de la famille Bey, Hassan Prera et Ben Diogaï. Il les voit soudain tous, là, juste contre le mur, et son cœur bat plus fort. Tout cela lui chahute tant la mémoire qu'il s'énerve et se met à pester contre ce miroir, si prompt à ressusciter les défunts et les adolescents. Oh là, miroir, de quoi je me mêle? Entendant ces lamentations, le miroir ne peut cacher son agacement. Il n'est pas encore né celui qui te contentera, fils de la terre. Tu peux t'arranger de tout sauf de la solitude de ton tombeau. Tu ne crains rien au monde autant que la mort, et voilà que tu te plains de ces reflets d'éternité que je t'offre. Pour toi, j'ai déroulé le temps à l'envers, et gambadant sur les bords de ce fleuve majestueux, tu es redevenu l'enfant aimé, et tu as poussé les cris joyeux sous la pluie. Que te faut-il donc à la fin pour être heureux? Prends garde à toi, ne me mets pas en colère. Si je me brise en 1000 morceaux, il n'y aura autour de toi ni ruine, ni désolation,
mais bien pire. Le vide et le silence. Est-ce cela que tu veux ? Alors il prend peur. Non, je ne le veux pas. Je veux rêver. Fais-moi visiter le lieu où le temps ne peut ni aller de l'avant, ni revenir sur ses pas. Badou, nous allons partir ce soir à la recherche de Mam-Ngor. Mam-Ngor ? Ce nom m'est inconnu, Ngiran. Mam-Ngor est le fondateur de notre lignée. Assis sous le manguier au centre de la cour, face au portail en zinc, je contemple les premières lueurs de l'aube à l'horizon. Nyarela est encore endormie et j'égrène mon chapelet. Seul, un oiseau pousse de temps à autre un cri rauque. C'est le perroquet des voisins, qui déteste les grilles de sa cage et le fait savoir de manière bruyante. Mon esprit, lui, n'est pas en repos. C'est souvent le cas à pareil moment de la journée. Il fait de grands bonds dans le passé et m'en rapporte des souvenirs depuis longtemps oubliés ou des images d'êtres chers. J'ai revu Ndambao, ta grand-mère. Mon cœur s'est serré et j'ai dit en silence une prière pour elle. Ndambao, cette femme de bien, ne fut pas seulement mon épouse, elle a aussi été ma meilleure amie. Un léger bruit sur ma gauche, une clé que l'on tourne, la porte de l'appartement de Yacine Diaye s'ouvre et elle sort en compagnie d'un homme, toujours le même. Un certain Tamsir Ba. Depuis le jour où il s'est présenté à moi sous ce nom, il ne m'a presque plus jamais adressé la parole. Il passe très souvent la nuit chez Yacine Diaye, qui est supposé porter le deuil d'Hassan Tal. À Nyarela, nous savons tous que c'est son amant. Aucun des deux ne se tourne dans ma direction, peut-être me croit-il encore au lit. Lorsque pendant son sermon, l'imam Keïta tonne contre la dépravation des mœurs et rappelle quel terrible châtiment est réservé aux femmes qui se comportent mal pendant leur veuvage, nous devinons immédiatement, même si l'imam évite de prononcer des noms, à qui il fait allusion ce matin. Après la prière, je suis allé saluer tous mes voisins. Je suis entré dans chaque maison et partout j'ai posé la même question. Avez-vous passé la nuit en paix ? Partout, on m'a répondu invariablement oui avant de me demander. Et toi, Ngiran, as-tu passé la nuit en paix ? C'est ainsi que commencent toutes mes journées à Nyarela depuis presque 40 ans. Je suis ensuite retourné m'asseoir sous le manguier, bientôt 7 heures du matin. La maison s'éveille peu à peu à la vie. Tous mes familiers, les bruits et les mouvements autour de moi. Je vois les visages sans les regarder et j'entends les voix sans être pleinement conscient. Turotiam, une de mes locataires, est accroupie devant un fourneau, son éternel pagne aux papillons rouges et noirs noués au-dessus des seins. Tous les jours, à pareille heure, elle prépare dans ce même coin de la cour, juste sous sa fenêtre, la bouillie de mil que prend toujours son mari, Lamine, au petit déjeuner, dans sa chambre. Lamine écoute les nouvelles du jour. C'est un ouvrier passionné de politique et de sa radio me proviennent chaque matin des voix de jeunes journalistes très connus. À la manière de parler de ses reporters, rapides et heurtés, j'ai parfois l'impression qu'il y a une catastrophe, quelque chose de semblable au naufrage du Djoula. Par exemple, ou qu'on a essayé d'assassiner le président Douar Diagne au cours de la nuit. Nima et Daouda, les deux enfants d'une autre locataire, sont venus me serrer la main en allant à leur école. Au moment où je leur donne de la menue monnaie pour qu'ils s'achètent des bonbons pendant la récréation, Lamine sort de sa chambre et se dirige vers moi. Manifestement, la journée commence mal pour lui. Il me dit avec une voix colère rentrée, mais d'une voix vibrante. Viens, Ngiran, excuse-moi de m'exprimer ainsi, mais ce sont de vrais chiens, ces gens du gouvernement. Ils pillent notre pays, et quand il sera ruiné,
Ils vont aller mener la belle vie sur la Côte d'Azur ou dans des endroits comme ça. Ils se trompent s'ils pensent que nous allons les laisser faire. Nous ne sommes pas du bétail qu'on emmène à l'abattoir et ils s'en rendront compte. Je me dis en l'écoutant que, s'il est un seul jour de sa vie où Lamine a eu vraiment envie de tuer quelqu'un, c'est bien ce vendredi matin. C'est toujours la même histoire. Des jeunes, dans la force de l'âge, sont rendus furieux parce qu'ils entendent à la radio et à la première occasion, ils cassent tout. Parfois, même, ils n'hésitent pas à verser du sang. Qu'est-ce qui a donc mis Lamine dans cet état ? Il est si furieux qu'il en oublie de me le dire. J'aurais pu le lui demander, mais je suis moi-même perdu dans mes souvenirs. Lamine m'a rappelé ma propre jeunesse. Ah ça, j'étais bien plus fougueux que lui. Dans ma folie, j'étais persuadé que mourir pour la cause était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Hélas, j'étais un petit ouvrier sans instruction, et je ne me rendais pas compte que j'avais affaire à des rusés politiciens. De vrais cyniques. Pour ces intellectuels, la révolution et tout le reste, c'est une bonne blague en fait. Ils voyaient que je prenais tout cela au sérieux, et ils se sont servis de moi. J'ai aujourd'hui honte en me rappelant à quel point j'étais naïf à l'époque. J'ai souvent envie de dire à Lamine de se calmer un peu. Avant longtemps, il va découvrir l'amère vérité et ce sera trop tard. En gros, des types vont faire leur beurre en le poussant en avant et lui restera toute sa vie assis dans ce minable taudis à attendre que Turotiam lui apporte son bol de fonte matinale. Mais si je lui dis cela, il va se moquer de moi. Encore un de ces vieux qui ne savent pas que les temps ont changé. Non, mon petit Lamine, les temps ne changent jamais. Je le regarde s'éloigner de sa démarche chaloupée, sa blouse bleue à la main. Arrivé à la porte, il fait subitement demi-tour et se dirige de nouveau vers moi. Je lui demande s'il a oublié quelque chose. Non, me répond-il. Je le vois hésiter. Lamine est visiblement perturbée et cela m'inquiète un peu. Je sens toutefois que cela n'a rien à voir avec la politique. J'insiste. Que se passe-t-il, Lamine ? C'est alors qu'il me parle de toi, Badou. Hier nuit, j'ai vu Badoutal en rêve, vieux Ngiran. Je ne me souviens pas de tout ce que nous nous sommes dit. Voilà, je voulais juste que tu saches cela. Après la prière de Tisbar, ce serait peut-être bien que tu appelles les enfants du quartier pour leur faire l'aumône, des biscuits, des bonbons ou des galettes de riz. Ce serait une bonne chose pour Badou. Je le ferai, Lamine. Je sens Lamine subitement très émue. Peut-être est-ce à cause de son rêve ou simplement parce que nous venons de prononcer ton nom. Pour la première fois depuis ton départ de Nyarela. Il déclare d'une voix pleine de force. Vieux Ngiran, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bien que Badoutal. Où qu'il soit sur cette terre, Dieu veillera sur lui, n'en doute pas. J'ai alors dit à Lamine que j'étais à peu près sûr que je ne te reverrais plus et que cette pensée me rendait parfois bien triste. Il s'est écrié. Ne parle pas de malheur, vieux Ngiran. Tu venais de partir à l'étranger, et tout Nyarela s'interrogeait déjà à l'époque. Où Badoutal peut-il bien être ? Lamine n'a d'ailleurs pas hésité à me poser la question. Ainsi donc, même toi, vieux Ngiran, tu ne sais pas où se trouve Badou ? J'ai perçu chez Lamine comme un léger doute. Il avait l'air de dire « Tu peux bien cacher la vérité aux autres et aux autres habitants de Nyarela, vieux Ngiran. Mais moi qui suis ton voisin, et presque ton fils, pourquoi ne me dis-tu pas où se trouve Badou ?» Lamine n'est pas le seul à penser ainsi à Nyarela. Il se murmure que je cache quelque chose. Une fois de plus, j'ai dû jurer qu'il n'en était rien, que d'ailleurs je vivais dans l'attente d'une lettre de toi. Lamine a paru me croire et a secoué la tête d'un air songeur. Si toi, vieux Ngiran, tu ne sais pas où se trouve Badou, au moment où nous parlons, personne ne peut espérer le savoir. Tu étais tout pour lui. Badou aussi était tout pour moi, ai-je dit. Après le départ de Lamine, le calme est revenu dans la cour. Comme cela arrive parfois, sans qu'on sache pourquoi. J'ai senti que l'on me fixait avec intensité depuis au moins quelques minutes.
C'était une sensation physique très vive, au niveau de la nuque. J'ai levé la tête. Un chat était assis sur le rebord du mur d'enceinte. Nos yeux se sont rencontrés. Les siens scintillaient d'une manière qui rendait l'atmosphère soudain irréelle et vaguement angoissante. Sans cesser de me regarder, le chat a miaulé une première, puis une deuxième fois, avant de disparaître d'un bond souple dans la maison voisine. Je n'ai plus jamais revu cet animal. Pourtant, depuis lors, il ne s'est pas passé un jour où je n'ai repensé à lui. J'ai chaque fois l'impression, avec un malaise diffus, qu'il me reprochait quelque chose de précis. Peu à peu, et c'est cela le plus étonnant, il a fait naître dans mon esprit des questions que je ne m'étais jamais posées auparavant. Ton nom est Ngiran Fai. Mais qui es-tu, toi qu'on appelle Ngiran Fai? Ne penses-tu pas que tu devrais au moins pouvoir dire clairement qui tu es, au soir de ta vie? Sans raison apparente, je me suis souvenu de la nuit où tu es tombé malade. Un violent accès de neuropalu à 2 ou 3 heures du matin. Il n'y avait plus aucun car ou taxi en circulation. Ta mère, Bigé Samb, n'a pas hésité une seconde. Elle t'a attaché sur son dos et nous avons traversé à 3 la ville déserte. À l'hôpital principal, le médecin de garde t'a examiné et a dit sur un ton très détaché: si vous n'étiez pas venu, ce garçon serait mort avant l'aube. Le chat a encore miaulé. Je me suis tourné de nouveau vers la clôture, mais il n'était plus là. Où avait-il bien pu passer? En un éclair, je me suis vu penché au-dessus d'un lac. Ses eaux sont claires, sa surface parfaitement lisse. Qui es-tu, toi, que l'on appelle Girandai, Faille? L'autre moi-même semble s'amuser de mon trouble. J'ai envie de relever le défi qui m'est lancé ainsi. Je veux lui montrer qu'il a bien tort de se moquer de moi, que j'en sais quand même un petit bout sur ma vie. Moins d'un an après ma naissance, ma mère Kems Sen s'est enfuie de Beringsal dans la Cinée. Et nous nous sommes retrouvés ici à Nyarela.